Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Dans le sport, gagner c'est une chose. 43-31, la France est en finale. Battre son rival, c'en est une autre, bien plus importante. Les rivalités sont l'essence même de la compétition de haut niveau. Elles nourrissent chez nous un engouement unique et un sentiment de fierté inégalable en cas de victoire. Le rugby n'échappe pas à la règle, au contraire. L'Angleterre et l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles, ou encore la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud en sont de bons exemples. Mais l'une d'entre elles sort inévitablement du lot. Aujourd'hui, on vous raconte la rivalité historique entre la France et l'Angleterre. Vieille de plusieurs siècles, elle s'est taillée une réputation à part, au point d'être nommée le crunch. Des matchs d'une intensité folle entre deux nations ennemies qui basculent parfois dans la violence. Un véritable combat sur le terrain qui a atteint son paroxysme une soirée d'octobre 1991. Alors enfilez votre protège-dents le plus solide, car on prend notre fameuse machine à remonter le temps. Direction le Parc des Princes en ce 19 octobre 1991. Vous êtes prêts? Let's go! Le crunch. Un moment crucial, un craquement, un crissement. Tant de mots qui décrivent l'intensité et l'importance d'un France-Angleterre. Une affiche qui a déjà eu lieu 110 fois, mais dont on ne se lasse jamais. Si le terme crunch fut utilisé pour la première fois en 1981 par le journal Irish Times, la rivalité, elle, est bien plus ancienne, presque héréditaire. Peu importe le sport, peu importe le contexte, ces deux nations adorent se détester. Que ce soit sur le terrain, mais également en dehors. Comme le dirait Claude Spanghero, les Anglais ont inventé le rugby, mais les Français l'ont bien amélioré. Alors chaque crunch compte, indépendamment de la compétition et de la forme de chacun. Que le 15 de France soit au sommet de son art ou alors dans la pire période de son histoire, l'objectif reste le même. Battre les Anglais coûte que coûte. Mais les crunchs des années 80 et 90 ont une saveur particulière. On peut même parler de l'apogée de cette rivalité. Le capitaine de la perfide Albion, Will Carling, en est l'incarnation, le cauchemar de bon nombre de supporters français. À cette période, le 3/4 centre vient à bout des Bleus par 8 fois, 8 victoires consécutives. Son légendaire « Sorry good game » lâché en fin de match fait aussi mal qu'un coup de coude vicieux du pitbull Brian Moore, un autre digne représentant de cette époque. Le talonneur anglais avait une passion, rentrer dans le lard des Français. Souvent de manière légale, parfois un peu moins. Mais selon lui, les Bleus étaient pires. Jouer les Français, c'est comme jouer contre 15 Eric Cantona. Ils sont brillants, mais violents. Violence légitime ou non, les coéquipiers de Serge Blanco ont une revanche à prendre. Et la motivation ne manque pas. Quelques mois auparavant, Français et Anglais nous livraient déjà un match d'anthologie. En jeu, le sacre des 5 nations. Une rencontre marquée par l'essai mythique de Philippe Saint-André, l'essai du siècle. Philippe Saint-André arrive, belle chance pour le premier essai de l'équipe de France, superbe. Quel essai des Français! Après seulement 11 minutes dans ce match, premier essai pour l'équipe de France, un essai de 110 mètres. Mais en vain, les Anglais l'emportent et réalisent le grand chelem. L'équipe d'Angleterre, pour la première fois depuis 1980, gagne le tournoi des 5 nations, la Calcutta Cup. Un affrontement qui reflétait déjà les styles de jeu opposés des deux équipes. Un choc stylistique qui va s'accentuer lors du prochain crunch. Blanco inside, and now it's Menel. Menel against Hill, Menel for the corner. Still Menel, what a score by France. Malgré cette deuxième place lors du tournoi, les tricolores comptent parmi les favoris de la Coupe du Monde 1991. Lors du premier mondial 4 ans plus tôt, les Bleus s'étaient hissés jusqu'en finale. Les attentes sont donc fortes. Et pour cause,
leur effectif fait partie des meilleurs du monde. D'un côté, des cadres, comme Serge Blanco ou Éric Chant, qui disputent là leur dernière compétition en bleu. De l'autre, des jeunes prometteurs arrivés en sélection récemment, comme Fabien Galtier ou Philippe Saint-André. Un savant mélange entre expérience et jeunesse, et surtout du talent sur toutes les lignes. Les Français dominent aisément la phase de poule, 3 victoires en 3 matchs face au Canada, la Roumanie et les Fidji. Place donc au quart de finale, où les Froggies ont déjà l'occasion de prendre leur revanche sur les roast beef. Mais dans le sport de haut niveau, le talent pur ne fait pas tout. C'est une triste leçon que le 15 de la Rose s'apprête à enseigner au 15 de France. Les joueurs font leur entrée sur la pelouse, les hymnes résonnent dans l'enceinte du Parc des Princes, les visages concentrés des 30 gladiateurs en disent long, ils sont prêts à entrer dans l'arène. Ils ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à prendre part à un match qui va entrer dans l'histoire. Pas forcément pour les bonnes raisons. Les Anglais en sont conscients. Sur le papier, ils sont sûrement moins forts. Leur objectif est donc simple, entrer dans la tête des Français et les faire déjouer. Ils ont une stratégie bien précise, harceler Serge Blanco et le faire sortir de son match. Pour ce qui peut être son dernier match en bleu, les coéquipiers de Will Carling lui ont préparé un pot de départ bien british. L'arrière du Biarritz Olympique reste le meilleur tricolore sur le terrain. Il est donc ciblé comme tel. Les hommes de Geoff Cook ne sont pas venus au Parc des Princes avec l'intention de pratiquer un beau rugby. Leur plan de jeu, défendre le plomb, puis envoyer un maximum de chandelles lorsqu'ils récupèrent le ballon. Pas question d'essayer de repartir de derrière. Le but est de mettre le plus de pression possible sur les Français à chaque retombée. Carling, neat little bit of work by Lafont. Such a good footballer, just letting it hit his body, that's not a knock-on. Malicieux, les Anglais n'ont pas peur de jouer des coudes et ne se privent pas de manquer à certaines règles. En résumé, nous sommes bien loin du French flair. Les premiers instants du match se font sous la bronca du stade, à tel point que Jonathan Webb raconte qu'il n'entendait même pas ses coéquipiers. Les Anglais ne sont pas les bienvenus ici et il faut leur faire savoir. Les premières actions résument parfaitement l'état d'esprit anglo-saxon. 3 chandelles envoyées en direction de Serge Blanco en l'espace d'une poignée de minutes. À chaque retombée, l'arrière français voit une horde de maillots blancs lui foncer dessus. Lors de la deuxième tentative, il finit par se faire emporter par la vague britannique. Le pilier gauche anglais Jason Leonard en profite pour écraser volontairement le joueur du BO. Ses coéquipiers limitent et s'essuient eux aussi les crampons sur Blanco. Premier tête-à-tête entre Éric Chant et Skinner. Le match vient à peine de débuter que la tension est déjà palpable. Quelques secondes plus tard, 3e chandelle vers Blanco. Nigel Heslop est bien en retard, mais se jette quand même sur lui. C'est l'agression de trop. Le match bascule dans le règlement de compte. Alors que l'ailier anglais tente de se relever, Éric Chant et Serge Blanco s'occupent de vite le faire redescendre. Patates, marron, caramel, les deux Français envoient tout ce qu'ils ont. Le message est passé, les Bleus n'auront aucun problème à en venir aux mains, surtout lorsqu'il s'agit des Anglais. Il faut plusieurs minutes à Heslop pour se relever sous les huées du Parc des Princes, qui ne supporte déjà plus l'anti-jeu britannique. Cette fois-ci, l'arbitre siffle bien. Pénalité en faveur du 15 de la Rose. Les intentions des Anglais sont désormais claires. Ils ne souhaitent pas seulement freiner ou ralentir Serge Blanco, ils veulent le blesser. Pour Brian Moore, le talonneur britannique, ce n'est pas le crunch, mais la guerre. Le Parc des Princes en est le premier témoin. C'est le tournant du match. Les Bleus resserrent les boulons derrière et refusent de laisser passer les roast beef. Le match se transforme en véritable guerre de tranchées. Une boucherie. Chaque ballon est disputé avec une intensité extraordinaire. Les deux équipes ont droit à leur pénalité et le score est de 3-6 à la 16e minute. Yes, he's got it. Seulement voilà, le vice n'est pas le seul atout de la perfide Albion. À la 19e minute, après une touche, le 15 de la Rose inscrit le premier essai du match au terme d'une splendide action collective.
Gus Scott a complètement transpercé la défense française avant de livrer une offrande à l'ailier fantastique Rory Underwood. Une leçon de réalisme à l'anglaise. Les 20 dernières minutes de la première mi-temps témoignent de la nervosité française. Cabane en particulier ne fait aucun voyage à vide dès qu'il en a l'occasion. Le ballon ne quitte que trop rarement le milieu de terrain et les Bleus semblent en panne d'inspiration. La stratégie britannique porte ses fruits. Les coéquipiers de Serge Blanco déjouent complètement. L'arrière paraît même sonner après un énième découpage en règle. Le capitaine des Bleus finit d'ailleurs la mi-temps sur l'aile gauche plutôt qu'à son poste d'arrière. Le temps pour lui de récupérer un petit peu. Juste avant la mi-temps, une pénalité transformée par Lacroix permet aux Français de revenir à 4 points. L'espoir est encore permis, mais le 15 de France sort secoué de ce premier acte. Au retour des vestiaires, la tension monte encore d'un cran. Les Bleus sont décidés à rendre les coups aux Anglais. Alors que Serge Blanco tente de se faufiler au milieu de la défense adverse, Cabane et Andrew en profitent pour régler leur compte. Cabane, encore lui, décroche une droite pour se débarrasser du demi d'ouverture. Inutile de préciser qu'aucun des deux ne jouait le ballon. Le vice anglais commence à faire craquer les Français, qui tombent petit à petit dans le piège. L'arbitre n'arrive pas à calmer les esprits, l'animosité entre les deux équipes bascule dans la haine. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Cécilion et Skinner de se rendre coup pour coup au milieu d'une mêlée. Chaque duel sur le terrain est désormais à la limite de la légalité. Le moindre regroupement donne l'impression qu'une bagarre générale est sur le point d'éclater. L'arbitre doit constamment intervenir pour éviter un pugilat. Les Bleus finissent par prendre de court les Anglais en adoptant leur stratégie. Lafont envoie une chandelle qui atterrit dans les mains de Galtier. Le demi de mêlée fixe Andrew et Heslop et serre Lafont, l'arroseur arrosé. Le 15 de la Rose s'est fait prendre à son propre jeu. Lafont rate la transformation, mais le score est de 10 partout, balle au centre. Le momentum semble enfin avoir tourné en faveur du 15 de France. Enfin, en apparence seulement. Les minutes qui suivent laissent place à un festival de chandelles. Aussitôt récupéré, le ballon est immédiatement renvoyé au pied dans le camp adverse. Le 15 de France refuse le jeu, il ne pratique pas son rugby habituel et s'en remet à parodier son adversaire du jour. Et à ce petit jeu-là, les Britanniques sont plus expérimentés et forcément plus réalistes. La tension ne fait que s'intensifier alors que le coup de sifflet final se rapproche inexorablement. Les Français ont la tête ailleurs. Ils enchaînent les fautes et offrent des pénalités aux Britanniques. Heureusement, Jonathan Webb et Rob Andrew ratent les deux premières. Mais l'arrière assure de justesse sur la troisième tentative. L'Angleterre passe devant, 13-10. Les Bleus tentent le tout pour le tout, mais ont perdu de leur superbe. Les Roastbeef défendent le plomb à l'affût de la moindre erreur française. Alors que nous sommes dans le temps additionnel, le 15 de la Rose exécute parfaitement sa mêlée et envoie une chandelle pour changer. Jean-Baptiste Lafont se retrouve sous pression et se fait arracher le ballon par Will Carling. Comme un symbole, c'est bien le capitaine britannique qui vient enterrer les espoirs français. Lui, qui a toujours pris un malin plaisir à trash-talker ses meilleurs ennemis. La France s'incline 19-10 sous la bronca du Parc des Princes. Les arbitres aux abonnés absents pendant la rencontre quittent la pelouse en courant. Ils seront d'ailleurs longtemps critiqués pour avoir laissé la situation dégénérer. Enfin, sauf par Will Carling, qui a jugé leur performance parfaite au coup de sifflet final. Une question de point de vue. Même une fois le match terminé, la tension ne retombe pas. Surtout en ce qui concerne le sélectionneur français Dubroca. Complètement déchaîné, il suit M. Bishop jusque dans le tunnel et l'attrape par le col pour lui faire passer une soufflante. Un geste déplacé, mais que n'importe quel Français aurait rêvé de faire à ce moment précis. Suite à cette altercation, Dubroca devra d'ailleurs démissionner quelques jours plus tard. Alors non,
Ce match n'aura pas marqué l'histoire du rugby par la qualité du spectacle proposé. C'est le moins qu'on puisse dire, étant donné que les joueurs ont passé la majeure partie de leur temps à se provoquer ou à se taper dessus. S'il est entré dans la légende, c'est surtout parce qu'il synthétise parfaitement la rivalité entre Français et Anglais des années 90. Un crunch typique de l'époque. Un match explosif, où chaque contact est amplifié, où le vice et l'anti-jeu sont la norme. La haine viscérale pour nos ennemis anglais se ressentait autant en tribune que sur le terrain. Malheureusement, les coéquipiers de Will Carling auront été plus malins. Ils n'étaient pas venus pour jouer au rugby, mais pour gagner. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. So oui, good game. 1910 and England have done it. Their biggest hurdle so far overcome. The French can't believe it. I knew the noise was going to be bad, but I didn't realise it'd be that bad. At the start, it was unbelievable. This close, you couldn't hear each other. Amazing.